Écoutez, bonjour à tous. Vous êtes bien sur le webinaire de Ondustry.org. C'est le premier réseau social des industriels. Ondustry a été créé pour vous permettre d'échanger et de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie du futur. Toujours, c'est le moment un peu publicitaire de la plateforme. Vous trouverez sur la plateforme à la fois vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des grands patrons de l'industrie comme aujourd'hui. Moi, je suis Jean-Philippe Lorinquer. Je suis en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre, qui est bien connu de tous les membres du réseau. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir pour notre 12e webinaire un invité un peu particulier. Pourquoi un peu particulier? Parce que nous allons échanger avec la patronne de la fabrique à slip. On va vous expliquer tout ça. Qui se trouve, alors, à mon grand embarras, je dois le dire, être, après déjà 11 éditions, seulement la première directrice industrielle que je reçois. Donc, j'espère que dans le futur, on aura plus de femmes. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais bref, j'ai l'honneur et la chance de recevoir Léa Marie, qui est directrice industrielle et relocalisation du slip français. Bonjour Léa, comment vas-tu? Bah super, hyper contente d'être là, moi. Trop bien. Bon, Et d'être la première femme flattée quand même, flattée. eh Finalement, ben ouais. un 12e, est-ce que c'est pas le reflet d'une certaine réalité? En termes de pourcentage, presque, oui, presque. Il faudrait qu'on fasse les stats. En tout cas, tu viens de le dire, un peu comme disent les Marseillais, tu seras à jamais la première. Et donc, Exactement. félicitations pour ça. Euh, Moi, je tiens à te remercier de prendre du temps pour échanger avec nous et les membres de la communauté. Donc, je rappelle aux membres que, évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de les relayer à Léa. On va passer un petit moment ensemble. On va parler de toi, on va parler de slip, on va parler d'usine du futur, de Made in France, de réindustrialisation, de relocalisation, enfin bref, de plein de sujets qui nous tiennent et qui nous tiennent tous très à cœur. Mais moi, la première partie, c'est toujours la même. C'est j'aimerais qu'on apprenne à te connaître et un peu savoir qui tu es. Alors, j'ai lu récemment un de tes articles que tu as publié sur LinkedIn où tu parlais de chats, tu parlais de canettes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce zoo? Et en fait, j'ai découvert que toi, l'industrie, tu t'y passionnes depuis de très nombreuses années, puisque tu nous expliques, c'est depuis l'âge de 6 ans que tu es passionné par la couture. Mm. Tu as un parcours qui est atypique par rapport à mes précédents invités, mais on retrouve la même passion partagée sur cette industrie. 20 ans que tu travailles dans l'habillement, mais là où beaucoup de jeunes filles s'imaginent designer ou styliste, toi, c'est le bruit des machines et c'est l'odeur de l'huile chaude qui t'a attiré. Ouais. Tu peux un peu nous raconter d'où vient cette passion et comment tu t'es retrouvé dans cette carrière? Ouais, bien sûr. Bah écoute, oui, c'est ça. Moi, à l'âge de 6 ans, j'allais toujours chez une mamie l'après-midi, comme beaucoup d'entre nous, hein, centre aéré ou les grands-mères. Et puis, elle m'a fait fabriquer un petit pochon à la main pour offrir une montre à gousset à mon père, qui les collectionnait. Et j'ai adoré. Donc, effectivement, le chat, elle me dit de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est le trou. On passe le fil et je cherche le chat. J'ai 6 ans, je me dis, OK, ça va être compliqué. Et je découvre tout ça, tous ces objets sur la table. C'est super joli. Et je rentre chez moi, je découpe mes vêtements de Barbie, puis je les recouds et je les découds. Et je continue d'aimer ça. Je pense que ça m'occupe pas mal. Et en même temps, j'ai l'impression de produire quelque chose, de faire quelque chose de mes mains. Je poursuis vraiment cette passion avec mes vêtements où je découds, je recouds, mais je trouve que c'est super long de faire à la main. Et j'en parle à ma mère, elle me dit, bah, il y a des machines à coudre. Et là, je me dis, waouh, machine à coudre, c'est quoi ce truc? Ça doit être gigantesque, la taille de mon armoire, comment je vais faire pour trouver ça? Juste, on est en 88, à ce moment-là, il n'y a pas Internet. Donc, pas de tuto sur ce que c'est qu'une machine à coudre, hein. Et quand on regarde dans les encyclopédies, on voit des trucs un peu bizarres. Donc, je me dis, ah, ça va être dur. Et finalement, lors d'une brocante, j'ai mon père qui me trouve une machine à coudre pour 50 francs. Et je la monte dans ma chambre. Elle est hyper lourde. Et voilà. Et j'arrive devant. Et là, je me dis, c'est moment de solitude. Comment je vais enfiler ce truc? Ça marche pas. Il y a plein d'endroits. J'essaye d'en parler autour de moi. Il n'y a pas de tuto encore. Toujours pareil. Et on me parle d'un fil de canette. Et je me dis, ouais, la canette, c'est le coca. C'est bizarre dans la machine à coudre. Donc, toujours un peu de vocabulaire pas tout à fait clair pour moi. Et de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots, je continue, j'apprends à faire des patronages avec du papier journal, je comprends qu'il y a plein de morphos. Et en fin de troisième, je dis à mes parents que je veux partir en BEP couture. Enfin, ça s'appelait Industrie des matériaux souples à l'époque. Et bien sûr, ils s'y opposent parce que c'était pas du tout la voie
préférée, la voie élitiste. Et moi, j'ai pas le choix, je veux vraiment y aller, sinon je pense que je vais crever, quoi, si je vais pas faire ce BEP. Donc, je me présente pas au brevet des collèges. Et du coup, j'arrive en BEP. Sacrée force de caractère, tu as 14 ans et tu sèches le brevet, c'est ça? Bah ouais, j'y vais pas parce que sinon je vais en seconde. Donc voilà, pas le choix, j'ai pas le T'es choix, pas du, c'est ça. t'es pas du genre têtu, toi? Bah en tout cas pugnace. Voilà, pour pas dire têtu. Donc j'arrive en BEP et là c'est la récompense. C'est des heures d'atelier, c'est 8 heures par jour quelquefois. On apprend un métier, on est valorisé, on produit quelque chose, on comprend enfin ce vocabulaire. On apprend à aimer son produit, ses odeurs, ses bruits, ses morphologies, ses touchés. Enfin, moi, ça m'évoque beaucoup, beaucoup de choses. Mais je comprends aussi que si je reste que dans une filière pro, ben, mes projections de carrière seront limitées. Donc, je reprends un bac qu'on appelait sciences des technologies industrielles à l'époque, qui est un bac génie mécanique et option productique. Donc, je fais de la mécanique outils industrielle et en même temps, j'apprends à programmer des machines en pneumatique. Franchement, grosse récompense. Je me dis déjà que je vais être en usine et que je vais pouvoir enfin programmer des machines. Et puis après, je poursuis avec un BTS modéliste. C'est super, mais je suis pas hyper créative. Je comprends et je fais des toiles, mais c'est pas ce qui me passionne. Donc, je fais aussi un BTS productique où là, voilà, le calcul de temps, des temps masqués, l'aménagement de poste, ça me parle beaucoup. Et je fais ensuite une école d'ingé qui s'appelle La Fabrique aujourd'hui, mais qui à l'époque s'appelait l'École supérieure des industries de l'habillement pour boucler la boucle parce que encore il faut faire des études supérieures. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les études inférieures, mon BEP, m'ont moins apporté que mes études supérieures? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a le plus apporté, c'est mes études inférieures. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais c'est passionnant et surtout, on sent un drive dès le départ sur un sujet. Alors, tu te rends pas encore compte, tu l'expliques hein, que tu as la mondialisation qui va t'arriver, que tu vas te prendre pleine face. Ouais, c'est ça, c'est que Parce que, c'est cata, quoi. Moi, j'arrive en 2000 sur le marché de l'emploi, je suis remontée à bloc, je me sens hyper opérationnelle, de bien connaître du début à la fin toute la chaîne de valeur de la fabrication d'un vêtement. Et là, on me dit, mais non, en fait, ça marche pas. Enfin, la France, c'est trop cher, c'est impossible. Il faut partir, nos usines, ces eaux-là. Et à l'époque, juste pour vous donner du contexte, on a un dollar qui est très, très favorable. On doit être aux alentours d'un 50. Donc, ouais, 1 euro égale un 50 dollars. Donc, les signaux sont très forts. Et de toute façon, je n'ai pas le choix que d'accepter pour le coup, même en étant pugnace. Je n'ai pas le choix. Donc, je démarre ma carrière chez Gentleman Farmer, qui est une société, enfin, qui existe encore en tant que marque, mais qui a été rachetée par Isaac. Et je m'occupe de toute la prod de la maille et des grosses pièces. On est en Tunisie, et Roumanie, Maroc, et on déplace vers l'Asie parce que l'euromètre devient très cher. Et voilà, et au bout de ces 4 années, je pars travailler chez un importateur qui s'appelle Gouran, un gros importateur du sentier. Et là, je découvre l'univers de la grande distrie où on travaille pour 35 clients différents avec un niveau d'exigence très différent et un niveau de prix très bas. Et on part à la déloc et à l'import, au grand import. Et juste pour remettre un peu de date, parce que c'est important qu'on comprenne ce qui s'est passé, en 2000, on fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. ah, putain, merci Clinton. Ouais, ben ouais. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Et voilà. Bon, on se dit que c'est des gros nazes et que c'est des ploucs et qu'ils n'y arriveront pas. C'est surtout ça qui est dérangeant, c'est qu'on sent pas Ouais, le ouais, truc ouais. venir. On avait pris, enfin, comme on est de la même génération, j'ai vécu ça. Hein, la plupart des gens autour de ici se disent, mon Dieu, c'est de l'histoire. Mais moi, j'ai Ouais, vécu en direct. 91, en effet, Clinton qui ouvre l'OMC. ouais, Et on se dit tous, on va inonder la Chine de nos produits. ouais. Et ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, du coup, on fait rentrer la Chine en 2000. En 2000, nous, avant, dans notre métier, quand on était à l'import, pour les gens qui travaillaient à l'import, en fonction du chiffre d'affaires qu'on faisait, on avait le droit d'importer 50 000 chemises, 20 000 pantalons. Enfin, voilà. C'était très codifié, c'est-à-dire les longueurs Il y avait des comptaient, quotas. Ouais. les quotas, voilà. Il fallait traiter son transitaire pour être sûr. Il y avait plein de documents de douane à avoir. Donc, il fallait quand même être un peu costaud pour faire de l'import. Il fallait réfléchir. C'était pas, tout le monde ne pouvait pas se mettre à importer. En 2003, il y a une première levée des quotas. Donc, l'OMC dit, bon, on va lever certains quotas. Ça veut dire qu'on peut importer sans quotas certaines familles de produits. En 2005, il y a une levée encore plus féroce. Puis en 2008, il y a une levée totale. Et brutalement, mais vraiment très brutalement, tout le monde part à l'import. En 2008, en juillet 2008, le dollar, il est à 1,60. Donc, vous prenez 60 points facile comme ça, sans trop réfléchir, sans faire d'efforts. Et toujours pas
le même message. L'industrie, c'est pas chez nous, quoi. Nous, on fait des centres commerciaux, mais pas d'industrie. Donc voilà, donc je me retrouve dans cette période au niveau de la grande distrie. Et bien sûr que je travaille énormément et on trouve plein de solutions parce qu'effectivement, le terrain de jeu en Asie, il est super. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, c'était l'époque de Serge Tchuruk, qui était le patron d'Alcatel, qui expliquait que la France allait devenir un pays d'IP, enfin de propriété intellectuelle, sans usine, un peu comme ce qu'a réussi à faire Apple, hein, d'ailleurs, où ils produisent pas du tout. Alors, ils ont un problème en ce moment, mais peu importe. Et du coup, on a pu voir notre PIB industriel s'effondrer facilement, notamment avec des idées à la con comme ça. Merci Serge, si tu nous regardes, on s'appelle quand tu veux. Bref, mais au final, là aujourd'hui, tu es une partie de la solution. Est-ce que comment tu vis le fait de par tes actions, par ton travail, de voir tout un écosystème s'effondrer alors que toi, tu rêvais de travailler dans cet écosystème? Tu t'en rends compte sur le moment, tu t'en Je rends m'en pas rends compte? vraiment compte. Ah non, mais je m'en rends compte. C'est quotidiennement, c'est-à-dire que tu le sais, mais tu n'as pas le choix. Tu te Ouais. dis même, toi, moi, mon travail va partir. Est-ce qu'on vraiment on aura besoin de moi à terme pour acheter, commander? T'envoies un shopping, il revient, il est presque mieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, tu n'as plus de Ouais. notion de goût, tu n'as plus de notion de produit, tu perds les notions de construction de produit, les notions d'usage du produit. Un barcode devient plus important que ce qu'il y a dans le carton. Tu vois, on est dans des systèmes qui sont complètement déraisonnés et ça dure et ça dure. Donc, et ça dure jusqu'au Covid, en fait. Et ça dure jusqu'au Covid. Et bizarrement, moi, fin 2019, j'ai vraiment, donc ça fait 20 ans que je fais ce métier. Fin 2019, j'ai 44 ans, juste pour redonner un peu de contexte. On augmente les salaires de 50% au Bangladesh. Et là, je me dis, waouh, trop bien. Enfin, ce pays va pouvoir vivre de son industrie parce que quand même, ça morfle, hein, c'est pas mal hein, sur place. Et j'appelle mon correspondant un peu le plus en face, quoi, avec mes idées, et je lui dis, trop bien, ça y est, ton pays va vivre de son métier. Et le mec me répond, tu sais, Léa, on n'est pas en Europe, on pense pas décorer nos maisons. Maintenant qu'ils n'ont plus faim, ils vont plus venir travailler. Et ouais, sûrement, mais en vrai, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs quand on se lève le matin, quand on vit à Dakar que quand on vit à Paris. Et je m'effondre pas, mais je me dis bon en fait, c'est quoi moi dans toute cette histoire, quel rôle je joue et pour mon industrie et pour moi et pour ces gens finalement où on est assez en décalage parce qu'on vit pas de la même façon et qu'on n'a pas été élevé et qu'on n'a pas la même histoire. Et donc, je décide de venir retravailler en France je travaille en France déjà, mais avec des industriels français. Et j'intègre l'Institut français du textile et de l'habillement et je reprends la direction de l'habillement. Et ça, c'est fin 2019. Ouais. Et finalement, début 2020, en mars, on est confiné. Plus personne s'habille, tout le monde est en pyjama à la maison. Ouais. C'est ça. Et moi, mon job, c'est d'accompagner une filière puisque je suis à l'IFTH. Et je me dis, trop bien, enfin, je vais servir à un truc. Dans ma filière, je vais aider à fabriquer des masques. Et on se met en place en créant un groupe de travail avec le comité stratégique de filière en lien direct avec Bercy pour coordonner toute la filière de fabrication de masques sur le territoire. Et c'est à ce moment-là que dans une réu à 17h, il y a Guillaume Gibault, le président du SLIP, qui déboule et on se met en route pour bosser. C'est là qu'on se connaît et on se met à bosser ensemble pour accompagner toute une filière. Dans cet effort de guerre, quoi. C'est par le masque que tu t'es retrouvé arrivé chez le slip. Juste avant d'attaquer sur le slip, comment la filière a réussi à se mobiliser? En combien de temps il a fallu pour que la filière se mobilise et que les premiers masques sortent entre le moment où d'un seul coup se mobilise 24 heures, s'organise une dizaine de jours. Et il faut quand même reconnaître ça, que se dire quand même, si on remet du contexte tous, on est en mars, les courses, on a peur de les faire rentrer chez nous, on pense qu'on va tous mourir d'un virus qu'on essaye de contenir et qu'on a peur. Les enfants, pour ceux qui en ont, sont à la maison et il faut que les gens viennent travailler à l'usine avec sûrement un conjoint, une conjointe qui dit tu vas pas y aller, tu prends des risques pour le salaire que tu gagnes et puis de toute façon, tu as toujours méprisé. Enfin voilà. Et malgré ça, ces gens vont travailler.
dans des conditions difficiles, avec beaucoup d'éloignement du collègue, manger tout seul. Faut quand même remettre ça. Hein. Et malgré les 40 années de déloc, ils se bougent, ils sont là, et ils sont là pour leur patrie, quoi. Et moi, franchement, ça m'est resté cet événement et je pense que c'est pour ça que j'ai cet amour profond pour ma filière en France, parce que quoi qu'il arrive, c'est une résistante. Et le textile, ça sauve des vies, ça nous a sauvés, nous, voilà. Et sûrement ma filière, maintenant, et on en parle après, ça sauve dans les pays en voie de développement. Le textile, c'est quand même quelque chose de marquant dans tous les pays du monde, peu importe le niveau qu'on exploite. Donc, comment elle s'organise? En 10 jours, à peu près, on arrive à coordonner une filière. Et bilan, on fait 1400 entreprises au sein du groupement. On arrive à mobiliser. Donc, on les avait pas du tout dans le pipe. 1400 boîtes de textile, d'habillement en France, ça, jamais j'aurais pensé. Et on fait 200 millions de masques et 13 millions de surblouses et 20 000 emplois de maintenus. Donc, c'est incroyable. Ouais, non, c'est clair que pour une filière qu'on pensait morte ou éventrée ou limitée juste à l'ultra-luxe, d'un seul coup, de voir une telle mobilisation, une telle réactivité. Tu l'as évoqué, tu rencontres dans une réunion un ovni qui s'appelle Guillaume, qui est le patron du slip. Alors, j'adore son titre parce que mettre patron du slip sur sa carte de visite, c'est absolument fabuleux. Et ça dénote un certain humour. Tu peux nous raconter un peu là ce qui a pris à Guillaume de se dire tiens, moi qui ai fait des études très supérieures, très élitistes pour le coup, je vais me lancer à fabriquer des slips en France. Je pense que Guillaume, il est dans un format où il commence sa carrière dans une entreprise normale, chez Bio C'est Bon, et je pense qu'il se rend compte assez vite qu'il est plutôt entrepreneur. Et il se dit, je vais faire un produit qui se vend bien, qu'on échange assez peu et que je peux vendre sur Internet. Et il se lance à fabriquer 600 slips dans un atelier en Dordogne. Voilà, donc je crois qu'il y a 3 commercialisables parce qu'ils sont pas hyper quali et ça marche pas vraiment. Et je crois qu'il est quelques jours sur Internet. Donc Guillaume, il cherche un produit qui fait localement, qui se vend vite et bien, sans retour. Voilà, au départ. D'accord. Ouais. Et donc, il pense au slip. C'était le slip ou la chaussette, quoi. Pense au slip. C'est ça. Mais enfin, on fait beaucoup de slips et beaucoup de chaussettes, ouais. Mais oui, c'est ça. C'est de mais dire, à l'origine. Et puis le gimmick, je pense que le slip, c'est marrant. Ouais, tu vois, t'enchaînes, tiens, je rentre au slip. Non, attends, voilà, le patron du slip, ça reste, quoi. C'est quelque chose qui dans nos échanges, et vous voyez tous les jeux de mots qu'on fait, je pense que ça fait partie de la culture de boîte. Ah ouais, tout à l'heure, on parlait j'évoquais la fabrique à slip, dont tu es la patronne. Alors, tu peux nous parler un peu justement comment on produit des slips en France aujourd'hui, des slips et même votre gamme de manière générale? C'est ça. Donc, moi, je suis au slip depuis janvier 21. J'ai quitté l'IFTH, du coup, après cette aventure avec Guillaume, qui m'a demandé de rentrer et de reprendre la direction de prod du slip. Comment ça marche? Écoute, dans les catégories majeures, nous, on est vraiment des vendeurs de sous-vêtements et principalement de sous-vêtements, slip boxer. On fait à peu près 100 000 pièces par an, entre 600 et 800 000, tout sur le territoire. Et quand on dit tout, ça veut dire de la matière première, donc tissage, tricotage, élastique, confection, cartonnette, griffe, tout ce qu'on… Alors, quand on fait pas, quand il n'y a pas en France, on fait pas. Ou alors, on se dit que c'est chiant et on le fait revenir. Donc, et ça, c'est des projets un peu plus strates. Donc, comment ça marche? Pour qu'un slip puisse être fait en France, on essaye de le décortiquer, de le comprendre. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, dans ma première partie d'études, de comprendre son produit, de comprendre son usage, de comprendre les points d'attention sur là où il y aura du frottement et que ce soit pas gênant au porté, là il y aura du frottement et qu'il y a un risque d'usure, et comment on vient éviter ça pour que les hommes soient le mieux possible dans nos slips et nos boxers, et en même temps qu'en durée de vie on fasse la diff avec un slip qu'on va acheter 9 balles vs 35 pour pouvoir faire la différence sur le marché et raconter une vraie histoire de reloc et pas une histoire de push reloc, histoire de dire que c'est pas cher. Donc, une fois que tu as bien inventorié ça, tu écris avec ton parc machine existant et pas avec tes envies. Et c'est là où on fait la diff en France, je pense, en fabricant en France. Si on prend un slip dans le commerce et qu'on se dit je veux le même en France, ça marchera pas économiquement. Par contre, si on prend un produit qui nous plaît et qu'on écrit avec notre outil, on va gagner en dextérité de fabrication, en temps. Comme on achète du temps
et que notre SMIC est à 1 600 €, et c'est une bonne nouvelle qu'il soit à 1 600 €, surtout ne change rien, et bien derrière, on vient gagner en prix de revient. D'accord. Ouais. Donc, tu fais du reverse engineering, en fait. Exactement. Ouais, moi, j'ai un besoin, j'ai une contrainte de prix qui est très forte, parce qu'au-delà de ce prix-là, je vais avoir du mal à les sortir. D'accord. Et en même temps, il faut que je marge à minima pour pouvoir être rentable, parce que sinon, ça marche pas. Et il y a donc c'est ce qu'on appelle le design to cost. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ouais. Et au final, quelles sont les astuces que vous avez mises alors sans dévoiler de secrets particuliers, mais est-ce qu'il y a des astuces particulières ou des trucs que vous avez craqués qui vous ont permis comme ça de sortir euh, soit d'un point de vue marketing, soit d'un point de vue production, des choses qui fait que le slip est devenu le slip? Alors, je pense qu'il y a deux histoires au slip. Il y a une première histoire de start-up et de croissance, et le slip qui subit sa croissance et qui cherche des capacités de prod en permanence et qui court après la prod. Moi, j'ai pas connu cette période-là, et je pense que de toute façon, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé. Moi, j'arrive pour écrire la nouvelle histoire du slip, la PME, et la stabiliser, et faire que du coup le slip et son écosystème perdurent. On est 125 salariés et on a 400 emplois indirects. Donc, quand le slip va pas, c'est un écosystème qui va mal. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ouais, comment on fait? La première des choses, c'est l'humain. Ceux qui sont derrière les machines, c'est des hommes et des femmes. Et plus on va les mettre dans des situations confortables de travail, confortables en termes d'aménagement, confortables psychiquement, confortables, plus elles vont travailler vite et bien, et plus elles vont accepter de se mettre en danger. C'est-à-dire que quand moi j'arrive en France, je découvre, donc sur chaque produit qu'on fabrique, on a une gamme de montage. C'est un peu comme une recette, je sais pas si tout le monde est du métier, mais du coup pour bien rentrer, que tout le monde comprenne, c'est comme une recette en pâtisserie. Et bien, en Ouais. confection, on a une gamme de montage qui vient détailler vraiment très micro chaque étape. Et je me suis rendu compte, déjà, je leur ai demandé les gammes de montage. Et là, on est en plein dans le BEP, hein, juste pour remettre du contexte. Et déjà, j'ai eu du mal à les obtenir parce que je les dérange un peu. Et du coup, quand je la décortique, cette gamme, je vois plein de petites opérations de sécurisation. Et je me dis, waouh, bizarre, pourquoi ils font ça? Mais parce que effectivement, la personne qui est derrière la machine, ça la rassure de faire comme ça parce qu'elle a toujours fait comme ça. Et que du coup, ben, c'est mieux parce que si on commence à rentrer en conflit avec ses salariés, c'est moins facile. Donc, une fois qu'on a bien intégré que c'était l'homme qui faisait la différence et que plus on allait parler à l'homme qui allait travailler ou la femme, plus on allait la rassurer et on allait obtenir des temps. Et voilà, c'est en écrivant avec ces personnes directement qu'on écrit mieux. Et en retirant toutes ces petites opérations à 10 centimes, 5 centimes, 10 centimes, ben à la fin, on gagne quelques euros. D'accord, ok. Ouais, donc là, on est revenu à la base du lean et la chasse au gâchis, et donc il Ouais, n'y a pas de ouais. secret, ils sont forts ces Japonais. Mais alors du coup, moi j'ai visité il n'y a pas très longtemps la Mayothèque que tu connais probablement dans le Nord, là, qui a pour ambition de refaire du jean made in France. C'est un super alors ils en sont au début de l'automatisation, hein, mais tu vois, bon, ils sont équipés avec des Electra sur la découpe, ce genre de choses. Vous, en termes de mécanisation, de robotisation, d'automatisation, de plein de mots en sion, c'est quelque chose vers lequel vous allez aller très très fort ou vous pouvez pas? Moi, là, sur ces sujets, j'ai un avis assez tranché. Si on avait su automatiser la fabrication de textiles, je pense que même la Chine l'aurait fait. Ouais, Avec une prise en compte de l'humain qui est niveau zéro, puisque en Asie, la matière première coûte plus cher que la confection. Enfin, donc, on va être clair, il y a un déséquilibre total, et ne parlons pas du Bangladesh, de la Birmanie, du Pakistan. Donc, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Parce que de toute façon, la prise en compte de l'humain, elle est pas. Ils l'ont pas fait. Il faut quand même aussi regarder ce qui se passe à l'inter et se dire qu'il y a des gens très forts en industrie à l'inter et que nous, on sait plus bien faire notre industrie et qu'on est en train de réapprendre. Donc, si la réindustrialisation de la France, c'est l'automatisation, moi, je suis pas la bonne personne pour réindustrialiser mon pays, parce que ce qui compte avant tout, et dans ma réponse d'avant, je te dis ce qui compte avant tout, c'est les gens qu'on va c'est mettre les derrière les hommes. machines, et les hommes et les femmes. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Évidemment, si on veut retrouver un jean qui rentre dans des coûts standards, habituels de consommation, il y aura des phases d'industrialisation, mais on les connaît, on sait les faire depuis 30 ans.
Et c'est pas nouveau. Juste, on les a plus chez nous. Il faut juste les faire revenir et réapprendre aux gens à travailler avec. Peut-être que la vraie question, c'est de se dire, ça dérange personne d'acheter son Levi's à 150 euros. Est-ce qu'un jean made in France, il est à 79 euros? Est-ce qu'il est à 150? Est-ce qu'il est à 50? J'en sais rien. En tout cas, ce qui doit être sûr, c'est que c'est un jean qui doit plaire. Parce que c'est pas parce que c'est made in France qu'on n'a pas de dégaine, donc qui doit plaire, dans lequel on est bien, qui dure longtemps et qui soit réparable et recyclable, bien sûr. Donc, voilà, une fois qu'on arrive à écrire toute cette... Et ça n'empêche pas d'être très fort industriellement, d'avoir des gros automates et d'avoir surtout des gens confortables à bosser pour aller plus vite. Je reviens sur le design to cost. Alors, je vais juste parler d'une matière première que je connais, qui est le lin, où le lin en Chine, c'est 4 euros le mètre. En France, c'est 16 euros le mètre. Mais c'est notre lin quand même au départ, hein, en Chine. C'est Pardon? le nôtre. On est le premier producteur mondial. Oui, oui, je sais. Ouais, c'est ce qui me rend fou, c'est qu'aujourd'hui, un jour, il y aura des métrages de lin qui seront vendus avec la petite photo d'un Français dessus, d'un petit écolier français en disant qu'on fait du commerce équitable, parce qu'on commence à voir l'économie d'un pays en voie de développement. On produit le lin en France, mais on l'envoie se faire traiter ailleurs pour qu'il revienne dans nos échoppes. Donc, oui, moi, ça me rend fou, mais c'est un autre sujet. La matière est plus chère, la main-d'œuvre est plus chère. Comment tu sors un slip qui est 2 à 3 fois plus cher, voire peut-être 4 fois plus cher qu'un slip chinois? Pourquoi ça se vend, quoi? Ben, je pense que, en toute humilité, le produit correspond à un usage à long terme. Moi, mon job, c'est de répondre à un usage. On me dit, c'est un slip, un boxer, on le lave à chaque usage, j'espère en tout cas. Et il faut qu'il dure longtemps. Donc, moi, je réponds à ces codes dans un critère de prix étriqué et du qu'on industrialise à mort. Et puis, dans ce qu'on rencontre en ce moment dans les hausses de prix, moi, je trouve que c'est des mauvaises nouvelles parce que c'est pénible pour notre industrie quand elle commence à redémarrer, d'avoir ce coup de gaz qui vient nous impacter directement sur les matières premières pour teindre. À la fin d'un tissage, d'un tricotage, il y a la phase qu'on appelle ennoblissement. C'est la finition, c'est de la teinture, c'est la stabilisation de la matière. Cet ennoblissement, il passe souvent dans beaucoup d'eau bouillante et pour faire bouillir de l'eau, il faut du gaz. Donc, c'est très, très énergivore. La chance qu'on a en France, c'est d'être sur une énergie propre. Donc, même si c'est énergivore, on fait la différence avec un futur score à venir. La mauvaise nouvelle, c'est que ça vient vraiment nous mettre un gros blâme sur le coût des matières premières. Mais quand on prend un blâme dans son métier, c'est le moment aussi où on se pose les vraies questions. Quand tout va bien, on devient très mauvais. Quand on est un peu secoué, on se maintient et on devient très, très bon. Et du coup, force est de constater qu'on s'est dit, bah, comment on va faire? Parce que nous, on va subir des hausses de matières premières et on va devoir augmenter nos prix. Mais si on augmente nos prix, on les vend plus. Et donc, on s'est posé de bonnes questions. Est-ce que dans un boxer ou dans un slip, il faut une griffe? Vous savez, cette petite griffe écrit le slip français qui gratte dans le dos quand vous portez des slip. Bon, bah voilà, et que vous essayez de dépiquer ou de découdre et vous faites un trou dans l'élastique. Super chiant quand même. Donc, on s'est dit, autant une veste sur une chaise avec une étiquette de marque, trop dégaine, c'est génial, on voit le slip. Autant un slip sur une chaise quelque part, c'est rare. Donc, vraiment, on va la retirer, cette griffe. Et tu vois, et tu viens retirer, coup de la griffe, coup de pause, coup de gestion, et c'est 35 centimes. Et voilà, go. Tu vois? C'est très clair. Et alors, du coup, je vais un peu chambouler l'ordre de notre interview parce qu'il y a plein de questions autour du 4.0. Et du coup, il y a un truc, je tiens à tirer mon chapeau, c'est vous avez fait un super coup de com'. Salon du Made in France, l'usine du futur, le slip français, on vous a vu partout, une couverture médiatique de dingue. Raconte-nous un peu parce que je ne savais pas que maintenant que tu faisais de l'événementiel, c'est impressionnant. Moi, je fais pas Attends, moi, je fais pas d'événementiel. Mais je suis avec quelqu'un qui adore l'événementiel, Guillaume, forcément, qui est ingérable mais tant mieux, c'est ce qui porte le coup. Et je pense que c'est pour ça que le duo fonctionne. Ça marche. Moi, sans Guillaume qui met des paillettes dans tous les projets, ils n'ont pas la même visibilité aussi. Donc, c'est trop bien. Alors, comment ça arrive pour vraiment vous raconter ça de façon très micro? On est dans une voiture, Guillaume, on rentre d'un rendez-vous. On est en février 2022, donc c'est vraiment en tout début d'année. Et je lui dis, écoute, le MIF, c'était vraiment pas dingue pour nous l'année dernière. Les gens, ils rentraient sur le stand, ils me disaient c'est cher.
quand je commençais à leur expliquer, ben non, c'est pas cher en fait. Vous voyez, il y a ça, ça. Je chantais bien, je les saoulais. Ils avaient juste envie d'aller passer au stand d'à côté et que je faisais vraiment trop teacher. Et je lui dis, tu sais, les agriculteurs, ils font venir les vaches. L'auto fait venir toutes les bagnoles et le notice fait venir des yachts immenses. Nous, on va faire venir les machines. Il me dit, ouais, ça va être costaud quand même. Je dis, ouais, mais bon, à un moment, on n'a plus le choix. Et là-dessus, on appelle la présidente du MIF, Fabienne, et elle nous dit, bah écoutez, c'est les 10 heures du MIF, vous voulez combien de mètres carrés? On lui dit 2000, elle dit, ouais, quand même, bon. Et la semaine suivante, on visitait le local et on a pris 1400 mètres carrés en se disant, notre seule façon de faire comprendre aux Français ce qu'ils achètent, c'est de leur montrer ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'on a très, très bien su le faire sur la partie alimentaire, où les gens ont compris qu'il y avait des agriculteurs, qu'il y avait de la labeur dans le travail et dans la filière amont pour obtenir ce qu'on avait. Et je pense que nous, dans notre métier, malheureusement, avec Primark qui vend des t-shirts à 3 balles, on a oublié qu'il y avait un champ de coton. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est qu'un t-shirt à 3 balles, à 5 balles, ça marche pas et ça marche pas dans tous les pays du monde. Mais comme ils sont à 8000 bornes, on les voit pas, les gens. Ça nous apporte assez peu. En France, on les a, les salariés. On les voit derrière on voit leurs mains fatiguées. On voit leur dos un peu voûté. Enfin, voilà, on voit. Et l'idée, c'était de montrer aux Français, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, la fabrication française. Le salon du Made in France, le made, c'est fabriquer, pas acheter. Ouais. Oui, alors après, encore faut-il que les gens aient les capacités financières de se le payer. Oui. Hein. C'est segmenté et ça va s'adresser à certaines populations. Ou bien tu sais, tu t'achètes un jean, enfin un jean ou prenons le slip. Tu achètes un slip à 5,90, peu importe en quelle distribution, tu vas le mettre beaucoup moins longtemps qu'un slip à 35 ou 40 euros. Ouais. J'ai pas de problème. Alors, je suis très sensible au total cost of ownership et aussi que mais alors je sais pas si alors peut-être les nouvelles générations, comme je suis plus vieux que toi, moi j'ai 46, tu vois, donc ce que je vais appeler les jeunes, on commence à devenir vieux quand on parle des jeunes. Sont beaucoup plus sensibles, notamment sur la durabilité, l'éco-responsabilité, et en effet sont peut-être prêts plutôt à mettre 5 fois le prix, mais pour un produit qui dure 10 fois plus longtemps, et écarter un peu la fast fashion. Mais ça, je pense qu'il y a des gens qui analysent les tendances et du marketing qui seront beaucoup plus doués que moi là-dessus. Si on commence à rentrer un peu sur le 4.0, tu me parlais évidemment les hommes, alors les hommes avec un grand H, hein, les hommes et les femmes au centre de tout. L'automatisation, ça aurait été fait par les Chinois si ça avait pu être fait. Est-ce que tu vois quand même des innovations arriver autour de la donnée, autour de la gestion de la donnée? Quelles sont-elles? On parle, oui, bien sûr, on a beaucoup de data maintenant dans nos ateliers. Hein. On est quand même bien équipés. Il y a des systèmes de RP, des systèmes de gestion de temps. On arrive à travailler le prédictif sur des pas de machine, sur de la maintenance. Et on gagne en efficacité. Hein. On gagne surtout en rupture de chaîne parce que c'est des choses qui sont pénalisantes. Un atelier qui s'arrête 3 jours en France, il perd son résultat, enfin son gain annuel. Juste. On coupe une chaîne de fabrication 3 jours parce qu'on n'a pas approvisionné la matière dans le bon temps, parce que y a pas de machine, parce que voilà, on perd quasiment son gain. Donc c'est quand même important d'entendre que notre métier, c'est d'abord de maintenir toujours de la fabrication au sein de l'usine. C'est d'anticiper, c'est de savoir acheter au bon moment, c'est de savoir livrer au bon moment, avant même le 4.0, tu vois, avant même ça. Il y a tout un travail d'achat, de gestion de charges et de gestion de la bonne fourniture au bon moment pour l'atelier, qu'il n'y ait pas de défaut qualité, que ce soit bien approvisionné pour qu'on ne perde pas l'ordre de fabrication et l'organisation de l'atelier. Et une fois que ça roule et que c'est bien maîtrisé, donc ça veut dire que toute la chaîne de valeur doit bien se mettre en place pour travailler au sein de l'industrie en France, hein, parce qu'on ne peut pas arrêter un atelier, sinon la perte, elle est nette. Effectivement, on peut adapter un outil 4.0 et moi j'ai accompagné le projet InnofaMode à l'IFTH qui est l'usine du futur avec différents pilotes dans le Choletais où on est venu accompagner de CAO 3D,
de détection des défauts sur le tissu avec une caméra pour informer l'outil de coupe et que du coup, on ne coupe pas les parties endommagées, de mettre des cobots pour aider les gens sur des gestes répétitifs et moins les abîmer, parce que les troubles musculo-squelettiques, c'est un vrai sujet dans nos métiers. Bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a l'humain et comment on va maintenir son outil, et l'outil, c'est d'abord l'humain. Voilà, maintenir son outil, c'est l'humain. Et la maintenance de l'humain, c'est quoi? C'est un peu glauque de le dire comme ça, mais c'est comment on prend soin de lui dans Ouais. toute l'ergonomie, avec les Comment tu fais cobots. de la maintenance préventive? Mais oui, mais bien sûr. Bien sûr. Vous savez, Ouais, ouais. pendant le Covid, il faut que je vous dise ça. Pendant le Covid, les gens venaient travailler, je vous ai dit, contexte très, très anxiogène. Et en fait, ils se sont plaints en disant, ouais, c'est dur, enfin, on n'a pas le moral. En plus, le midi, c'était coupé tout le monde. Et donc, il y a eu dans certains ateliers des petits moments de méditation le matin avant de prendre le travail. Et puis après, la pause du repas le midi. Et le rendement a été augmenté de 12%. D'accord. Donc, bien sûr que l'humain, c'est lui la clé, c'est lui. L'outil, un outil performant avec un humain derrière qui marche pas, ça marche pas. Je pense que c'est la bonne association des deux qui fonctionne. Et pour avoir été beaucoup en usine, si l'humain a envie de ralentir la chaîne, même avec les meilleures machines, il la ralentira. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, et ce qui est super intéressant dans cet échange, c'est que tu as, à la fois un tropisme sur l'humain qui est extrêmement fort, mais d'un autre côté, tu connais aussi toutes tes datas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as, je ne sais pas, vous avez mis quoi en place en termes d'analyse de perf, de remontée de la donnée, etc. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il te faut pour prendre des décisions en temps, en heure. Euh, Parce que Ouais. souvent, moi, ce que je constate dans les ateliers, c'est la performance, on a le lendemain ou le surlendemain, et en gros, on compte les morts. Mais non, mais tu vois ce qui se passe. C'est très, très Zola, ton histoire. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Zola. C'est en gros, il y a une dérive, tu as eu une perte sur ta qualité qui se passe, mais tu t'en rends compte que le lendemain ou le surlendemain quand tu analyses la performance, alors que si tu avais eu l'information en temps réel, tu aurais pu corriger ce qui doit être corrigé et faire en sorte de ne pas produire de la merde. Tu aurais fait du bon, tu aurais produit du bon immédiatement. Vous arrivez jusqu'à. Alors, sur la partie humaine, c'est plus facile parce que les gens sont expérimentés, etc. Mais tu arrives quand même à voir en temps réel, on est dans le flux, on n'est pas dans le flux, on est en avance, on est en Non, retard. les ateliers, les plus gros ateliers le voient. Alors pareil, il y a différents niveaux d'ateliers en France. Et nous, notre rôle, c'est de faire bosser les gros et les petits. Chez les gros, il y a de la data quasi en temps réel. Aujourd'hui, les bûches, donc c'est les morceaux de tissu qui sont coupés, ont des EAN, c'est scanné, on voit où elles en sont, ce qu'elles ont sorti, c'est tracé sur toute la chaîne de fabrication et on sait exactement où on en est. Mais dans des petits ateliers qui n'ont pas de RP, un chef d'atelier à l'œil, il sait aussi si ça sort ou si ça sort pas. Donc, je pense que chacun son niveau. La data un peu schmato du sentier historique, elle fonctionnait très bien. On n'a jamais produit autant qu'à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut. Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut bien la mesure. Et j'entends qu'il faut bien sûr le futur, l'industrie, l'outil, l'intelligence artificielle. Oui, mais il faut pas perdre son métier de vue. Et que finalement, le bruit dans une usine, on sait si ça va vite ou pas. Je peux vous dire quand on est très rodé. Et la data, elle vient bien sûr sécuriser ce qu'on se dit et corréler de savoir si ça marche ou pas. Après, il y a, suivant les chaînes de fabrication, il y a des choses aussi qu'on peut vraiment aller automatiser et capter de l'info, et puis des produits qui sont un peu plus compliqués, un peu plus longs, avec plein d'interventions différentes qui sont moins faciles à capter. Ça me fait penser à ces chefs cuisiniers 3 étoiles qui sont capables de connaître la température du beurre dans la poêle à Mais l'oreille. oui, mais bien, les usines en France, elles font pas le même bruit que celles en Chine. Enfin, c'est pas les mêmes, tu vois. C'est super intéressant. Comment on parle beaucoup d'humain depuis le début. Tu le disais toi-même, donc toi, tu étais une passionnée, tu t'es lancé là-dedans à corps perdu à un moment où le marché t'a mis une énorme claque. Comment aujourd'hui comment tu vas attirer les jeunes à faire ces métiers qui ont été décriés pendant 40 ans, où on leur disait si tu fais ça, bah, tu vas finir chômeur. Comment vous faites? Bah, c'est dur, hyper dur. On fait l'usine du futur, Paris Porte de Versailles, pour leur montrer que c'est un super boulot, c'est un super métier et que finalement, quand tu arrives sur le marché du travail,
et que tu as envie d'être dans un métier, ou même que tu n'as pas de métier, je dirais, tu vois, ou que tu es en reconversion, ou que tu sais pas, tu gagnes de l'argent en passant du temps à fabriquer des produits. Et en fin de journée, tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce que tu as produit, où tu te retrouves à vendre des assurances pour le même salaire et te faire accrochonner toute la journée. Ben, tu vois, après, je sais pas si. Moi, j'ai l'impression, quand on est dans une industrie, quand on est dans une usine, on sait où on est, quoi. On sait ce qu'on fabrique, on sait ce qu'on fait, c'est très factuel. Et en plus, on comprend, on peut même comprendre. Aujourd'hui, les salariés passent de différents outils à un autre. C'est plus les mêmes tâches toute la journée, puisqu'elles s'usent. Oui, polyvalence, on travaille Ouais, beaucoup sur la polyvalence. exactement. Donc, je pense qu'on va réussir à leur expliquer ce qu'on fait, parce que quand on parle textile, les gens, ils voient soit sentier, soit styliste, enfin, un espèce de truc bizarre, ou alors le luxe. Donc, je pense qu'il va falloir réexpliquer aux jeunes ce qu'est notre métier, réexpliquer aux parents des jeunes, aux parents surtout. C'est les parents qu'il faut éduquer. Parce que moi, je crois que les gamins, profondément, peut-être que quand ils ont envie de faire plombier, eh ben, qu'ils y aillent. Mais c'est derrière, est-ce que les parents vont accepter que leur enfant parte dans des métiers pro et on ne reconstruira pas notre industrie sans faire ça. Moi, je pense que les problèmes dans lesquels on est confronté dans le textile sont les mêmes problèmes de tous les problèmes de l'industrie au sens large. Et qu'aujourd'hui, il y a du chauffage dans les usines, on se parle, on lève plus le doigt pour aller faire pipi et que les conditions sont extrêmement agréables et voire même sympas. Ouais. Moi, je vois beaucoup de sourires dans la plupart des ateliers où je vais, quels qu'ils soient. Les gens se disent bonjour. Ouais, je dis ça parce qu'à l'origine, le début de ma carrière, moi, c'était dans le tertiaire à Paris et du côté de la Défense. Et tu croises des gens dans les couloirs et ils ont pas le sourire et ils disent pas bonjour. Donc, Mais c'est non. pour ça, moi, ça me surprend toujours, hein, mais je suis hyper content. Il y a une question d'Alex qui demande à quel point vous avez une vision sur vos productions et développement produit. À quel point alors on fait vraiment, on peut aller du très très micro jusqu'au macro très micro. Développement, juste pour remettre un peu de contexte, l'équipe du slip qui s'occupe, enfin mon équipe en tout cas, on part d'un dessin que nous impulse le style et nous Ouais. on fait en sorte que ce dessin devienne complètement réel en ayant des contraintes fortes de prix, vous l'avez compris, Ouais. d'industrialisation produit, et qu'en fait, il ne soit pas complètement décorrélé de ce qu'elle attend. Donc, moi, je pense qu'un bon produit, c'est un bon équilibre entre le style, l'industrialisation et la faisabilité. Voilà. Il peut être super beau, mais infaisable. Il peut être super beau, faisable, mais le prix l'explose. Ou il peut être que super beau. Enfin, voilà. Donc, ou alors, il est faisable, mais il est très, très moche. Donc, moi, je pense que l'équilibre des trois, ça marche et que dès l'amont, on doit prendre en considération ce qu'on veut, quel usage on veut de ce produit et quelle fin de vie. Et une fois qu'on a répondu à ça, on se met en route pour le développement. Donc, il y a une équipe de chefs de produits qui développe avec nos ateliers en s'adaptant à l'outil, j'insiste, tout le temps, en comprenant leurs contraintes. Et du coup, ça donne envie aussi aux gens de bosser avec nous, je pense. Pas seulement parce qu'on est le slip français, mais parce que on parle industrie, on parle le même vocabulaire, on est au niveau des gens avec qui on bosse. Et puis après, la phase prod, il y a des ateliers avec qui on a des échanges quasiment tous les jours, et puis d'autres une fois par semaine. Mais au slip, on a l'habitude de faire des visios avec nos fabricants tous ensemble. 2 fois par an, on fait des visios, ils sont tous ensemble. Et on leur parle strat, on leur parle résultat, on leur parle de nos envies et de la suite. D'accord. Et alors, tu parlais de la fin de vie, ce qui amène le sujet suivant. On va pas parler 4.0, on va parler 5.0, on va parler circularité. C'est quelque chose aujourd'hui que vous avez déjà, dont vous tenez déjà tenu compte dans votre système de production. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ah bah non, mais on en tient compte. On pense fin de vie avant même de se dire, OK, on poursuit. Et on a des C'est gros quoi la fin sujets de de vie d'un R&D slip? en cours. C'est Mais oui, quoi la fin parce de que vie d'un slip? tu vois, on arrive à 2 ans de R&D sur un projet qui est Mon Coton pour faire des slips avec des slips. Donc, mais dans un slip, nous, majoritairement, c'est coton élastane. Ouais. Et puis, il y a une ceinture en élastique. Donc, il faut déjà séparer les deux. Et puis, une Ouais. fois que tu as séparé les deux, il faut que tu arrives à retraiter ton élastane. En cyclage, c'est vraiment un peu chiant. Donc, on arrive à 2 ans de R&D et on arrive, et vous allez voir à la rentrée 2023, le slip complètement recyclé qui arrive sur le marché. C'est super. Ça a été vraiment titanesque à réussir à faire et on a des partenaires qui nous ont bien aidés. Le Mailleux 1083 qui nous ont bien aidés à travailler avec nous, à remettre au point ce fil. Bien sûr, on pense fin de vie. Et peut-être même, on s'interdira.
aujourd'hui. Je crois qu'on est tellement avancé parce aujourd'hui, on est une entreprise à mission, le slip français, depuis 2020. Et notre mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Et une fois que l'entreprise à mission s'est lancée, on a décidé de passer le label Bicorp et on est labellisé Bicorp. Et ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre engagement RSE où tous les services, tous les gens au slip sont concernés par cet engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait capable de dire au slip, on n'y va pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on en fera à la fin ou on va mal gérer la suite, quoi. D'accord. Donc, il y a un gain financier aujourd'hui où ça coûte plus cher de faire du recyclé à travers le traitement, tous les traitements dont tu parlais. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, hein. Ouais. Plus cher. Mais surtout, moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur le recyclé, c'est vraiment quand il n'y a plus le choix. Quand on a déjà réparé. Il y avait une question tout à l'heure, on n'a pas rebondi. C'est quoi la durée de vie d'un slip français? Je pense à peu près 2 ans pour quelque chose que vous mettez tous les jours. Faut le changer quand même. Hein. Mais on change. Aujourd'hui, on a mis en place la réparation et on répare. On répare les trous, on change les élastiques si besoin. Et ça, c'est mis en place dans nos Ça se passe comment? C'est dans les boutiques. Moi, aujourd'hui, j'ai mon slip français, je le ramène en boutique et on est capable, si c'est pas trop déchiré, je n'ai pas fait trop de bêtises avec, on est capable de me le réparer. Ouais, et gratuitement. Donc, une fois qu'il est plus réparable, on le passe au recyclage. Voilà. Et bien sûr, c'est plus cher de faire parce qu'il y a toutes ces phases à faire avant. Il faut collecter, il faut payer des gens pour le faire. Il faut délisser, donc retirer l'élastique du boxer. Et ensuite, il faut passer dans tout le système de défibrage, bref. Donc oui, c'est plus cher. Mais la question, c'est, est-ce qu'on va faire du recyclé en fonction de ce qu'on collecte ou en fonction de notre besoin? Et tu n'as pas encore la réponse? Ah, moi, j'ai ma réponse. Pour moi, le recyclé, c'est en fonction de ce qu'on collecte et pas on surproduit pour collecter du recyclé. Oui. Voilà. Ma première expérience sur le recyclé, c'était en Chine. Et j'ai un grand distributeur français qui m'a passé une commande de robe de chambre en polyester recyclé. Et pareil, belle leçon de vie. J'appelle bien sûr la Chine et je dis, voilà, j'ai une robe de chambre. Il me dit, je te fais 2 prix. Un, en recyclé post-consumer de bouteilles plastiques, ou bien on fabrique les bouteilles, ça coûte moins cher. Chacun fera comme il voudra. Voilà, le recyclé, c'est pas en tout cas le dédouanement de la fast fashion. Ah oui, on a bien compris. C'est un peu là où je veux en venir. On a compris que c'était dans votre ADN de toute façon. On a beaucoup parlé, encore une fois, d'aventure humaine. Là où tu es aujourd'hui, c'est, j'imagine, qu'arriver là où tu es, premièrement, grâce à ta grand-mère, mais également à travers un certain nombre de rencontres que tu as pu mener. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui a fait que tu es là où tu es aujourd'hui et tu es hyper épanoui dans ce que tu fais? Oui, c'est Guillaume. Enfin, la rencontre en particulier qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est Guillaume. C'est un homme que je découvre pendant les masques et qui travaille comme moi bénévolement à accompagner une filière dans un moment où il a fermé toutes ses boutiques, où pareil, il ne sait pas où ça va atterrir et malgré ça, il a un engagement sans retenue, sans envie pécuniaire. Enfin, c'est incroyable de se dire que ce gars, effectivement, qui a fait une formation plutôt HEC, tu l'as dit en démarrage, porte cette filière aussi fort. Et moi qui suis depuis toujours dans cette filière, mais je suis pas rentrée par la même porte, et on porte ce projet. Donc, quand il me demande de rejoindre le slip, mais ça fait énormément de sens de faire que le slip, moi, je puisse apporter, en tout cas en efficacité sur la partie rentabilité achat, pour que le slip puisse raconter une histoire plus pérenne. Enfin, oui, la rencontre, bien sûr, Guillaume. D'accord. Et toujours dans le côté aventure humaine, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune là, qui s'apprête à aller vendre des assurances au téléphone toute la journée pour qu'il vienne rejoindre l'industrie je lui dis, viens kiffer, viens comprendre ce que tu fais, viens te sentir utile et viens écrire une histoire à long terme dans ton pays. D'accord. Vous vendez combien de slips par an? De slips, je dirais peut-être 300, 400 000. 400 000 et 300, 400 000 slips, oui. Mais alors, et de produits au total? Écoute, on en fabrique 600 000, donc ça doit être à peu près l'équivalent. D'accord. Ouais, donc, parce qu'aujourd'hui, vous faites des slips hommes, des slips femmes, des maillots de bain, des chaussons, des charentaises. Des chaussons.
Ouais, des chaussettes? chaussettes. Ouais. D'accord. Bien sûr, mais nos grosses catex, c'est quand même sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, pantoufles. Voilà, c'est D'accord. ça, hein, ce qu'ils portent quand même. Tu le disais tout à l'heure, 400 emplois indirects, Mm. essentiellement la prod, j'imagine. Enfin, oui, oui, bien sûr. Alors, prod, attention, bien matière première, confection. N'oublie pas, hein, Oui, la pardon, tu as partie raison. amont. Vraiment, on fait travailler aussi toute la partie confection, la filière chanvre, la filière lin, la laine. On est hyper engagé dans tout ce qu'on peut faire localement. Donc, il y a une partie quand même des ateliers, c'est bien la filière amont. Puis après, la confection et la logistique, hein. N'oublions pas, dans un vêtement, il y a de la logistique, beaucoup de logistique. Ouais. Si tu tiens la répartition du prix en matière, main-d'œuvre, machine et logistique, grosse maille, c'est quoi à peu près? Écoute, comme ça, le chiffre que je peux te donner de façon très sécure, c'est qu'on est aujourd'hui, la confection coûte plus cher que la matière première. On va peut-être retrouver un 50-50 avec les hausses de matière première, mais D'accord. aujourd'hui, la confection pèse pour plus que la matière première. Parce que finalement, il n'y a pas Ok, beaucoup de matière première dans un slip, mais c'est très technique. d'accord. C'est ce que je ne m'attendais pas à avoir. Une deuxième question d'Alex. Comment tu arrives à organiser une collaboration efficace avec tes partenaires, tes usines partenaires? Parce que déjà, quand ils vous ont vu arriver il y a quelques années, ils ont dû se dire, mais c'est qui, c'est fou. Euh, En plus, on sait que par le passé, avec certaines entreprises, les relations donneur d'ordre, usine partenaire, c'était pas toujours évident. Comment tu arrives à organiser tout ça Non, on est et tout à le temps faire en chez sorte que eux. ouais, à faire en sorte que On ça est se passe bien? tout le temps, on est tout le temps en usine. Au moins une fois, un jour par semaine, moi ou les filles, l'équipe, les filles ou les garçons, pardon. J'ai plus de filles que de garçons, donc sont en usine, sont sur place. Il faut identifier tous les outils, comprendre les gens. Il faut qu'ils nous voient en permanence Ouais, pour d'accord. voir qu'on est chez eux et pas au bureau. Notre rôle en prod, c'est pas d'être assis derrière une chaise et de théoriser un métier, c'est de comprendre le leur pour bien écrire pour eux. Si on écrit bien pour eux, on écrit pour nous, hein. C'est très égoïste en fait. Tu vois, Non, non, mais l'industrie. Mais c'est un non, mais écosystème. c'est de bien les connaître et de les respecter, enfin, et de respecter leur métier pour qu'ils travaillent bien. Enfin, Hmm. je... C'est clair. Et est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, que j'ai oublié de te poser? Peut-être si on parle d'avenir, où en sera ma filière dans 10 ans? Eh ben, c'est une excellente question. Donc, vous êtes où dans 10 ans? La filière, j'entends. Ben, dans 10 ans, j'espère que on continuera de poursuivre dans notre niveau d'excellence sur les catégories de produits qui sont les nôtres, qu'on continuera d'habiller de plus en plus de personnes en France, ailleurs, peu importe, que les gens comprennent que la surconsommation, ça participe pas à notre réindustrialisation, que Ouais. d'acheter moins mais mieux, ce sera la clé, et que derrière, dans 10 ans, moi, mes enfants ont 25 et 28 ans, ils m'auront vu trimer à reconstruire, et je pense que ce sera de gros consommateurs de vêtements engagés, réfléchis, voilà, pour un pays au bon équilibre entre D'accord. la consommation et l'industrie. D'accord. C'est combien de. Alors, on va pas les nommer parce que je pense qu'ils sont nombreux. Tu as combien de partenaires aujourd'hui 80. Alors, on en a 80 tout le temps qui tournent, Ouais. mais il y en a Ouais. beaucoup plus, hein, bien sûr. Mais nous, on en a 80 tout le temps. On continue là. Bon, écoute, Léa, merci énormément pour ce partage. Il y avait beaucoup de monde connecté et il y aura encore beaucoup plus de monde dans le replay parce qu'on sait qu'il y a une grosse consommation a posteriori. Moi, je me suis éclaté. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai découvert plein de choses. Je vais te laisser retourner à ton usine, enfin à tes usines, plus exactement. Pendant Mm. ce temps-là, je vous rappelle que si ce webinaire vous a plu, eh ben, on vous attend sur la plateforme industry.org. Vous pourrez continuer à échanger avec l'ensemble des membres donc un peu plus de 500 membres d'industrie qui sont des industriels comme vous sur cette plateforme. Vous y trouverez à nouveau des actualités, des sujets sur l'industrie 4.0, des formations gratuites. Et je vous remercie à tous pour votre participation et vos questions et votre présence. Bonne journée à tous. Merci.